Bonjour tout le monde, bienvenue à la dureté du mental, épisode numéro 2. Cette semaine, on parle de performer sous la pression avec Alain et moi-même. On reçoit l'invité Jonathan Eisen, un joueur professionnel qui joue en Suisse. On parle beaucoup justement de sa carrière puis des moments où il a performé sous la pression. Par la suite, je voulais vous remercier vraiment pour les bons commentaires qu'on a reçus sur l'épisode numéro 1. Ça fait chaud au cœur, c'est vraiment gentil. Écoutez, ça nous motive à continuer. On a plein d'idées, on a plein de sujets qui s'en viennent, beaucoup d'invités aussi. Donc, on vous remercie beaucoup. Également, il y a une question qui est revenue souvent qui se résume par de où tu sors, toi, Mathieu? Écoutez, moi, c'est pas compliqué. J'ai commencé à coacher les écoles de hockey, j'avais environ 20 ans. Par la suite, je me suis rendu à l'Université à Trois-Rivières. Donc là, c'est là que le parcours avec une équipe de hockey a vraiment commencé, là, avec les Estacades de Trois-Rivières au POI 3A. Par la suite, quand je suis revenu à Québec, j'ai eu l'idée de partir Explode Performance, qui est une entreprise qui développe les joueurs de hockey. On a eu l'idée de faire ça avec les joueurs professionnels qui cherchaient la glace durant l'été. Puis ça a vraiment fonctionné. On est avec des pratiques structurées. Donc, la deuxième année, on a eu plus de groupes. Puis là, aujourd'hui, en fait, cet été, c'est notre quatrième été. On compte 7 groupes, dont les joueurs professionnels. On a des joueurs juniors majeurs, midget 3, U15, U17. On a des joueurs collégiales. Écoutez, ça va vraiment bien. Puis on a vraiment des bons joueurs là, qui viennent pratiquer avec nous. Puis ça va super bien à ce côté-là. Et puis, entre-temps, j'ai coaché au Collège de Lévis dans la LHPS. Eu des très bons moments. On a gagné les playoffs l'année passée. Ça a super bien été. Et puis, là, je suis présentement avec l'Intrépide de l'Outaouais au niveau de la structure intégrée. Et aussi, je m'implique beaucoup au niveau du sport-études à la polyvalente Nicolas Gatineau, sport-études hockey. Et puis, cette année, là, c'est pas compliqué. Je vais coacher en chef au POI 3 majeur avec l'Intrépide. Et puis, je vais être adjoint au Midget Espoir. Donc, ça va être une année assez spéciale, mais on va avoir bien du plaisir. Puis, j'espère qu'on va pouvoir faire du hockey de qualité quand même, là. Donc, je vous laisse avec le prochain épisode sur performer sous la pression. Pendant le confinement, j'ai eu l'occasion de regarder un documentaire. Okay? On s'en est Ouais, parlé un petit peu. ouais, The Last Dance, qui est un documentaire sur Michael Jordan. ouais. Il relate un peu vraiment la saison 1997-98 et puis qui font des flashbacks. Là. Ils reviennent quand il était au collège. Puis bon, ils vont faire aussi des flashbacks sur les autres joueurs, puis beaucoup d'anecdotes. Puis ce qu'on relate beaucoup, c'est l'aspect compétitif de Michael. Okay? Ouais. Fait qu'il était capable de se craquer dans des moments importants, d'être clutch, autrement dit, qui est un mot assez populaire Ouais. dans le sport de compétition. Puis, c'est fou à quel point, puis ça m'impressionne à quel point le gars est capable de stepper up une game importante, que ce soit en finale de la NBA, que ce soit une game que ça a moins bien été contre une équipe, puis ils font un home and home, puis ils retournent là-bas, puis ils se tapent une game de 50 points. C'est des choses que, pour un joueur amateur de n'importe quel sport, c'est quelque chose de pratiquement impensable, mais pour en plus un athlète professionnel qui a de la pression à tous les jours, qui est capable lui-même de se mettre de la pression puis de performer, ben moi, ça m'impressionne. Ben, je te dirais, tout d'abord, là, quand on parle de haute performance, parce que là, on ne parle pas de petite performance, on parle de Non, haute c'est ça. performance, c'est important, ça, parce que je trouve ça intéressant, les gens qui vont regarder ces podcasts-là qu'on fait, toi puis moi. Quand, mettons, tu prends des joueurs de hockey, si, mettons, tu as 1 million de joueurs de hockey au Canada, probablement qu'il y en a plus, là, mais je ne sais pas. Tu as 1 million de jeunes qui jouent au hockey qui commencent à 5-6 ans. Là. Et là, quand ça monte dans la pyramide de la performance, plus ça monte, moins il y a de place. Fait que de sorte qu'on sait que à peu près sur le 1 million, tu en as qui vont aller jouer midget 3A, par exemple, à peu près 5 C'est Mhm. 5 à 4 à 5 Puis là, après, ils vont monter junior majeur. Là, on est dans le 2, à peu près. 3 2 Puis là, ceux qui vont être recrutés pour les grandes ligues, on parle de East Coast League, Ligue américaine, Ligue nationale. Ils vont commencer par Ligue nationale, puis Professionnel, là, ouais. professionnel. Là, on parle d'environ de 2 à 1 Puis les gars comme Jordan,
qui dominent le sport. Là, on parle des Michael Phelps de ce monde, des Michael Tiger Jordan, Woods. des Tiger Woods, des Deion Sanders. On parle des Crosby, les Patrick Roy, les brodeurs de ce monde, comment ils s'appellent, McDavid et compagnie. On parle de 0,1%. Puis ces gens-là, il y en a un à peu près à tous les 25 ans qui passe. OK? Fait que là, on est dans une crème de la crème, là. Fait que ça, c'est important que le public entende ça, là. OK? Ouais. Je te donne un exemple sur Jordan. Savais-tu comment Jordan... prenons Jordan, puis qui ressemble beaucoup à Vijay Singh au golf. Sais-tu comment Jordan, puis même Crosby. Jordan, sais-tu comment de lancer franc, overtime qu'il faisait en bonus par semaine? 3000. Oh boy. Par semaine, il se tapait 3000 lancers francs. Over. Il y a eu un documentaire là, qui sort sur Kobe Bryant, c'est ça, un autre joueur de basket qu'on dit même supérieur à Jordan, on le compare. Là. Lui, il faisait 3 entraînements par jour, puis il a découvert qu'en se levant à 6 heures du matin, en étant dans le gym à 6 heures, il y avait 10 heures de plus par semaine. Ça, c'est la même trame que Jordan. Tu sais, Crosby, combien de fois qu'il faisait de l'overtime? Oui. C'est le premier arrivé puis le dernier sorti. Exactement. Alors là, on est dans une crème de la crème. Fait qu'on est dans le 0,1%. Bon, ceci étant dit, quand on est dans des gars comme ça, fait que là, c'est pas, on peut dire, oui, ils ont du talent, mais il y a quelque chose. Et ces gars-là, ce qu'ils font, le principe que je retiens, c'est qu'ils sont entraînés à se mettre des défis et des challenges. Souvent, ce que je remarque dans mon bureau, OK, je remarque que des fois, quand je parle de fixation d'objectifs, avec les jeunes, ou n'importe qui, les jeunes, les moins jeunes, bon, même les pros, puis je leur parle de comment on échange ensemble sur la fixation d'objectifs. C'est ce que souvent, ils vont me dire, je ne veux pas m'en fixer parce que je ne veux pas que ça me stresse. Il est là le problème. Ouais. C'est que la colonne vertébrale de la préparation mentale, c'est la fixation d'objectifs. Et quand je me fixe des objectifs, malgré la peur d'être déçu, de décevoir, ou malgré la peur d'être tout croche avec ça, quand tu te mets en zone de stress volontairement, quand arrivent des grands moments comme là, on va parler ce soir, tu es tellement habitué d'être en zone de stress, c'est un peu comme le virus qu'on a actuellement. Dans un vaccin, qu'est-ce qu'il y a? Il y a une souche du virus, puis il y a une souche codée. Le cerveau, lorsqu'il va recevoir le virus, dans le vaccin, il va coder un anticorps. Il va fabriquer. Quand des gars comme Jordan, ou des gars qui sont clutch, ou des femmes qui sont clutch, c'est qu'ils se sont mis fréquemment dans leur tête, et de bien des manières différentes, en situation de stress, et parce qu'il y a une charge neurologique qui est fréquente, ils développent des stratégies mentales tellement créatives que quand ils arrivent en situation de stress, ils ont l'anticorps. Plus tu te mets en situation de stress, il y a des manières de le faire, là, plus tu es capable de répondre. Ça garantit pas de réponse. Hein. Tu peux t'entraîner à être dans des moments de stress. Oui. Puis faire des exercices, faire des drills, peu importe ton sport. Puis ça va faire en sorte qu'à un moment précis où la pression va être à son maximum, tu vas être capable de performer. Oui. Et évidemment, à talent égal, etc., là, comme on parlait. Oui. Par contre, oui. Et par contre, si on reprend les études de Terry Orlick, qui lui appelait ça des zones de simulation, Terry Orlick disait c'est intéressant de faire ça, il faut juste doser. Parce que quand tu fais des zones, des simulations de compétition, si tu en fais trop, ton système nerveux il peut se faire un shutdown. OK. Fait qu'il faut faire attention. Quand les coachs font ça, quand que les joueurs font ça, moi, quand les jeunes me le disent, je dis « Oh, attention, t'en fais beaucoup, là. » Mais, encore là, ça, c'est Alain Vigneault qui dit ça. Jordan, il doit faire ça à côté. Exact. Crosby il doit faire ça à côté. McDavid, il doit faire ça à côté. Patrick Roy, il faisait ça à côté. Mais en même temps, ils font d'autres choses aussi à l'extrême. Tu sais, je veux dire, tu sais, quand on est sur la glace, puis souvent, on laisse des free pucks aux joueurs. Fait qu'un 5 minutes avant la pratique, on laisse des free pucks aux joueurs. Les gars ne sont pas en situation de fatigue. Non.
OK, on s'entend, c'est les 5 premières minutes. Donc, tout ce qu'ils peuvent faire mettons, en détail, des choses qu'ils peuvent faire plus en détail, fait que ce soit un shot statique, des saucer passes, des passes, ils vont aller chercher de la qualité parce qu'ils ne sont pas en situation de fatigue. Fait qu'il y a comme, si on suit cette logique-là, ça veut dire qu'il y a des phases. Donc, mettons, on va aller chercher de la qualité dans une certaine partie d'entraînement. Dans l'autre partie d'entraînement, on va aller chercher plus du conditioning. Puis, dans l'autre partie, ben, ça peut être ça. On simule des moments de stress pendant une certaine période de temps. Puis ça, on parle d'un modèle de pratique d'équipe, là, mais ça peut être un athlète qui fait ça tout seul chez eux, là, justement pendant le confinement. Moi, je joue quand même au golf, puis il y a un exercice que j'aime faire quand je pratique mon putting, c'est que je me place une certaine série de balles à différentes distances, puis aussitôt que j'en manque une, je recommence à zéro. Fait que quand ça fait 5-6 que tu as, ben, il te monte une certaine adrénaline, entre guillemets, qui fait que tu dois performer pour continuer ta run. Fait que c'est un exercice que... Fait que, autrement dit, ces gars-là sont programmés pour... Ben, ils sont auto-programmés pour performer en faisant, c'est ça, en simulant des situations de stress. Tout à fait. Tout à fait. Ils se mettent régulièrement en situation de stress. Alors, on peut faire il y a plein d'exercices. Tantôt, si on a le temps, on verra si on peut le faire. Là, mais tout à fait. Ils se placent volontairement en situation de stress. C'est fou parce que dans le documentaire, tu le vois comme il faut, tu sais. Puis on s'en parlait un peu tantôt, c'est que il se passe un événement, il joue contre Charlotte, puis je pense que c'est B.J. Armstrong qui dit nice game, tu sais, à Michael Jordan, parce que B.J. Armstrong a fait 40 points, je pense, puis Jordan, ça n'a pas bien marché, mais en fait, tu apprends au cours de l'épisode que Jordan a inventé ça, que ça s'est jamais passé. Fait qu'il s'est auto-craqué, s'est auto-préparé pour que la prochaine game, il éclate tout le monde. Puis ça, c'est quand même fou, là, d'être capable de s'auto-craquer. Parce que, ça arrive pour n'importe quel athlète que il y a des games que tu fais, ouais, là, aujourd'hui, là, j'aimerais ça, j'aurais peut-être resté chez nous avec ma femme, mes enfants. Puis, ce gars-là avait une femme, avait une famille, avait d'autres projets, il avait une compagnie, je veux dire, il avait quand même une compagnie de souliers, mais il était capable d'arriver à la game puis de s'auto-craquer à un point où il allait dominer tout le monde sur le court. Pour revenir à ce que tu disais, c'est un film pourcentage des athlètes qui sont capables de faire ça. Oui. Ben, et puis, il y a aussi une question de culture. Je me rappelle aux Olympiques, quand j'étais allé aux Olympiques à Sochi, à Pyeongchang, à Vancouver, il y a eu des athlètes qui ont clutché les Américains. Entre autres, saut à ski acrobatique. Il y a des Américains, tu te disais, tabarouette, tu le vois pas dans la Coupe du Monde, c'est-à-dire que sur le circuit de la Coupe du Monde, ils se classent 7, ils se classent 8, ils finissent 10. Puis ils arrivent aux Olympiques, boum, ça clutch. Puis pas rien qu'un Américain, là. Tu sais, le American Way of Life, le see it big, thinking big, you can see it, you can get it, tout ça, là. Hein? Tu sais, même au football, on dit if you can touch it, you can catch it. Ouais. Ben ça, c'est des dictons américains, puis il y a comme une espèce de... Il y a peut-être des gens qui n'aimeront pas ce que je vais dire, là, mais il y a une espèce de culture ou de sous-culture de gagnant que certains pays n'ont pas. Hein? Je ne dis pas que les Canadiens, on n'est pas bons là-dedans, là, mais... Non, ben je pense que les Canadiens, on est capables d'être quand même assez clutch si tu penses à Crosby, à Bilodeau, à Kingsbury, c'est des gars... oui, mais exactement. Fait qu'ils se mettent dans des situations qui sont... Puis là, il y a plein de possibilités, il y a plein d'explications sur le plan scientifique là, dans tout ça. Là. Ouais. Tu sais, si on pense à Roy, le fameux clin d'œil à l'Est contre Los Angeles, je pense. Petit clin d'œil, là. Il s'est-tu mis de la pression, tu penses, le gars? Je me rappelle plus c'était qui. Puis le gars a essayé de scorer, puis clic, il se fait un clin d'œil. Il se met de la pression, mais il carburait à ça. Fait que, il y a des situations à prendre. Fait qu'il y a des athlètes. Fait que mettons que, je sais pas, moi, je joue Bantam 3A, puis tu sais, je vais être sur le 3e trio, ou tu sais, je vais être 5e défenseur, puis il y a un match que, regarde, ce match-là est important pour moi parce que est important pour l'équipe aussi, parce que c'est la finale de la Coupe Dodge, mettons. Qu'est-ce qui va faire en sorte que avant une game ou la veille, ou
je peux arriver puis être prêt. Tu sais, pas nécessairement parce que c'est arrivé souvent que, bon, OK, je veux être prêt, je veux performer, puis au niveau de l'activation, on se met trop d'émotions, trop de pression, puis on arrive au match, puis finalement, on croule un peu sous la pression. Qu'est-ce qui peut nous aider à doser justement cette activation-là, mais de rester concentré, de rester focus, puis être capable de bien faire les choses dans un moment important comme ça? Bien, je pense que tu as mis le doigt dessus. Il y a tous les aspects. Quand on est dans le plus jeune, quand on est plus jeune, on apprend à s'activer. Il y a tout, moi, je n'appelle pas ça l'activation, j'appelle ça la juste régulation neurologique. Puis la régulation neurologique, c'est pas facile parce qu'il y a une question hormonale, il y a une question aussi au niveau des émotions, il y a le contexte. Bon, mais quand on apprend des stratégies autant d'activation, parce que Jordan, il s'est activé, Ben oui. que tu leur parlais, mentalement. Fait qu'on apprend aux jeunes, aux enfants à trouver leur zone, mais c'est pas toujours évident parce que tu vieillis, les hormones changent, il y a la fatigue, le contexte, les saisons, etc., où on est rendu, la charge de travail, le volume, l'intensité. Alors, mais quand on apprend aux jeunes à avoir des paramètres de se préparer mentalement avec des routines, puis de plus en plus les jeunes consultent en préparation mentale. Moi, j'ai plein de jeunes à qui je les aide à monter des routines. Maintenant, quand ils vieillissent, le but, en fait, c'est d'automatiser tout ça. Et c'est drôle parce qu'on les aide à construire des routines qui ne sont pas le mot m'échappe, là. Alors, c'est pas des rituels, c'est des routines, c'est flexible, c'est malléable. Le but, c'est de meubler la routine avec des stratégies mentales, des exercices, des techniques pour qu'à la fin, quand il arrive à maturité, il est capable de se poser une question. C'est qu'il n'y a plus de routine à la fin. En fait, sa seule routine, c'est d'être tellement près de lui-même, de dire qu'est-ce que j'ai besoin en ce moment. En ce moment, je suis dans mon échauffement sur glace. Je sens que j'ai pas de jambes comme j'aime d'avoir d'habitude. J'ai fait tous mes trucs. Je suis bien préparé. J'ai bien dormi. J'ai une bonne semaine. J'ai fait ma routine d'avant-match. Oups, il me manque de jambes. Qu'est-ce que j'ai besoin actuellement? Bien, peut-être qu'il va juste de se poser ça. Il va commencer peut-être à faire des accélérations. Peut-être qu'il va commencer aussi à se visualiser, à se mettre en situation de match. Mais ça, c'est parce qu'il a accumulé au fil des années toutes sortes de stratégies naturelles ou encore qu'il a pisté comme préparateur mental, puis il est capable de se demander qu'est-ce que j'ai besoin physiquement et mentalement. Puis là, ça, on vise l'automaticité des stratégies mentales. Et parce qu'il y a des gens qui disent ben là, tu sais, il attache son patin gauche, son patin droit, il y a trop de routine, ça va le déconcentrer si jamais. Parce que c'est arrivé aussi que, je sais pas, dans une activation, bon, je coachais du Pee-Wee auparavant, puis ce qui arrivait dans une activation, c'est que, bon, là, il a reçu la balle de soccer dans le front, il s'est mis à pleurer. Et là, ça l'a sorti complètement de sa game. Fait que qu'est-ce qui fait que tu sais, des fois, est-ce qu'une routine un peu compliquée ou avec beaucoup de choses, puis on arrive à un match, puis cette routine-là est déréglée, puis ça déconcentre le jeune. C'est quoi la théorie par rapport à ça? Si le joueur, premièrement, si le joueur s'enferme dans une routine qui devient un rituel, c'est pas toujours bon. Mais attention, on en parlait tantôt avant qu'on se mette en onde, puis moi, là, qu'on s'enregistre. Moi, je suis pas quelqu'un comme préparateur mental. Oui, il y a de la théorie, écoute, il y a plein de théories, il y a de la recherche, etc. Sauf que la meilleure recherche pour moi, c'est celle qui est devant moi. Celle qui est devant moi, c'est le jeune ou le joueur de hockey. Il y a des joueurs de hockey qui vont attacher le patin gauche avant le patin droite, mais je n'irai pas mettre ça aux poubelles parce que c'est important pour lui. Donc, ce que je vais demander, c'est en quoi ça t'aide de croire que si tu attaches toujours ton patin gauche et en quoi ça peut te limiter. Fait que ce qui l'aide, on le garde, ce qu'on appelle l'intention positive. On sait qu'il y a des prédicats en psychologie, puis un des prédicats en psychologie, c'est derrière tout comportement, il y a toujours quelque chose de positif. Alors, si le jeune, il me dit, moi, ça m'aide de telle façon, on garde. Mais il y a toujours aussi un côté limitant. Et ce côté limitant-là, étant donné que dans le cerveau, il n'y a pas de place pour le vide, on va retirer le côté limitant, puis on va essayer de combler le vide que retirer l'aspect limitant, par exemple, de mettre toujours le côté gauche avant le côté droit. Donc, on va aller remplacer par quelque chose qui est une stratégie mentale ou une façon de voir les choses. Fait que ce qui est important, c'est d'amener doucement le jeune ou le joueur de hockey à ne pas s'enfermer dans un rituel.
Parce que là, quand on s'enferme dans un rituel, on crée des limites. On crée des limites mentales. Puis là, on est dans des croyances qui sont des croyances limitantes. Là, ça devient complexe. Ça devient complexe. Et c'est peut-être là que le choking va arriver à ce moment-là. Ah, OK, c'est ça. Ouais. C'est un peu ça. C'est ça le lien que je voulais faire parce que je l'ai vécu, ça. Tu sais, des joueurs qui sortaient de leur routine, puis automatiquement, leur game était fini. Tu sais, mais ça, c'était des pee-wee, on s'entend. Puis c'est arrivé aussi quand je coachais à Lévis, au niveau midget, là, tu sais, ça, je l'ai vu, ça aussi. Là. Mais ben oui, c'est ça. Tout ça, je veux faire un lien parce que on a un invité qui va s'en venir, s'appelle Joe Hazen, qui joue professionnel depuis, je pense, 4 ou 5 ans en Suisse. C'est un gars qui vient de mon coin, il vient de Val-Bélair, pas loin de Québec. Puis il va joindre à nous pour nous parler d'une anecdote qui s'est passée cette année en finale de la Coupe Suisse. Nice. Tu sais, Joe, c'est un excellent joueur de hockey. 227 points junior. Tu sais, c'est un excellent joueur de hockey. Je l'entraîne durant l'été. Ça va être la 4e été si été a lieu, là. Si les arénas ouvrent, bien sûr. Fait que Joe va joindre à nous à l'instant. Salut, Joe, ça va? En forme, toi? Ouais, puis comment va le confinement? Ouais, ça va bien. Je travaille pas mal dans ma cour vu que je suis jamais ici. Fait que j'en profite, là. J'ai tout fermé mon garage, mon intérieur. Je me fais un établi. Puis là, vu qu'il n'y a pas de gym d'ouvert, ben, rentrer des poids là-dedans, puis au complet, ouais. J'ai un rack à squat, j'ai une plaque à deadlift qu'on dit, là. Ah ouais. Pour faire mon altéro. J'ai vraiment tout. Bon à chin-up sur le mur. Je suis bien équipé. Un vrai pro. Pas le choix. C'est un investissement, hein? Ben oui. Ils ont hâte d'embarquer sur la glace, par exemple. Ouais, je m'ennuie un peu, là. Mais on commençait tout le temps dans le mois de juin. Fait que, genre fin mai. Mais là, toi, dans le fond, ils ont coupé vos playoffs. Tu sais, vous avez eu la Coupe Suisse, mais après ça, ils ont coupé vos playoffs, c'est ça? Oui, exactement. Il y a eu la Coupe Suisse. On a eu le reste de la saison. Il restait environ 6 matchs. On a fait la première ronde. On a gagné en 5 contre la Chaux-de-Fonds. Puis après ça, ils nous ont tout fermé ça. Ça a fermé le 12 mars. Puis le 13, j'étais chez nous. À 10 h, je passais à la mop le soir. Let's go, on emballe. On parlait, avant que tu arrives, de qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un athlète ou dans sa préparation, mettons, d'avant-match ou quoi que ce soit, pour que quand il arrive à un moment important, il performe. On parlait du documentaire sur Jordan. Ouais. Que, je ne sais pas si tu as eu la chance d'écouter un peu, là. Oui, exactement. J'ai 8 épisodes, c'est fait hier. Là. J'en ai écouté 2 autres. C'est incroyable. Tu sais, c'est fou, là, cette série-là. Puis tu vois à quel point le gars était compétitif, que quand c'était des moments importants, il était présent. Puis, tu sais, il performait, puis il s'auto-crinquait. Puis c'est un peu ce qu'on parlait tantôt. Ouais. C'est qu'il était capable de s'auto-crinquer, puis de se motiver, de s'activer pour que la game d'après, il performe. Puis, tu sais, ça nous a apporté, justement, juste pour te présenter, là, brièvement, c'est que pour le monde qui ne connaisse pas, les gens de Québec te connaissent, là, mais pour l'ensemble, c'est que là, tu as joué ton midget 3 à Québec avec le SSF. Après ça, tu as joué 4 ans à Val-d'Or. Exactement, 4 ans à Val-d'Or. Puis là, c'est ça que j'ai dit à Alain. T'as pas eu la H1N1 ou t'avais oui, pas eu? Exactement. À 19 ans, j'ai eu mon H1N1. Ouais. Non, mais c'était ma meilleure saison que je connaissais à 19 ans. Mais j'avais pas été repêché à 18. Okay. À 19 ans, j'ai eu ma meilleure saison. J'étais le premier scoreur de la Ligue. Ça allait vraiment super bien. Puis la H1N1 a débarqué à Val-d'Or pour moi. C'est Gros Nounours qui me l'a donné. Je l'appelle Gros Nounours. Là. C'est David Savard. Parce qu'on était allé jouer à Moncton. Puis on s'est serré à la main. On a parlé longtemps. Puis faut croire que lui aussi a annoncé qu'il l'avait. Puis moi, 2 jours après, c'est moi qui était à terre. C'est fou. Puis ta saison a été finie ou quoi? T'as pas rejoué? Non, j'ai raté, je te dirais, 2 semaines. Puis là, ça m'a quand même... j'ai revenu, ça a été plus difficile. Tu sais, quand t'arrives quand même 2 semaines, ça brise le rythme. Puis c'est ça a un peu chamboulé ma saison, je te dirais. Mais on s'est bien sorti pareil. Oh, ouais. Puis après ça, maintenant, si tu veux nous expliquer, après ta carrière junior, qu'est-ce qui s'est passé pour ta carrière? Exactement. Après ça, j'ai eu un camp à 19 ans. Cette année-là, j'ai eu un camp avec les Dallas, dans le fond. Ouais. Puis j'étais allé là, ça a super bien été. Ils m'ont offert un contrat un two-way, East Coast Ligue américaine. Puis j'ai décidé de le refuser pour retourner faire une saison à 20 ans. C'est surtout mon entraîneur qui m'avait conseillé de faire ça, Marc-André Dumont.
Okay. Ça a été, je pense, le meilleur move que j'ai jamais fait de ma vie. J'ai retourné là à 20 ans. J'ai été dominant, plus fort physiquement aussi que les autres. Ils étaient plus jeunes, fait que ça l'aidait aussi. Puis j'ai sorti une saison, je pense que j'ai fait 41 buts ou 42 buts en 60 games, quelque chose comme ça. Ça a été puis 83 points. Après ça, j'ai signé 3 ans avec les Panthers à Floride. C'était super bien au début. J'ai joué dimanche en américaine. Ça allait pas bien. L'entraîneur, je te dirais qu'il m'aimait pas beaucoup, puis il me mettait sur la 4e ligne. Puis je suis pas vraiment un joueur de 4e ligne. Non. Alors là, c'est ça. Ça a pas fonctionné. Ils m'ont descendu dans l'East Coast. J'ai fini la saison dans l'East Coast. Après ça, l'année d'après, j'étais dans l'américaine toute l'année. Ça n'a pas très bien. Tu sais, c'est la même chose. J'étais ça à 4, des estrades, ça à 4. J'étais pas vraiment dans leur plan, disons. Puis après ça, la 3e année, j'ai resté tout le long dans l'East Coast. On s'est rendu en finale. On avait une très belle équipe. C'était super. Là. C'était un autre beau moment dans ma carrière, je te dirais, celle-là. Puis quand je suis revenu après cette saison-là, je me cherchais un contrat. Puis je voulais absolument un one-way dans l'américaine. Sinon, je savais qu'ils font pas exprès pour te donner le one-way, mais tu te ramasses dans l'East Coast. Puis je voulais pas ça. Puis j'avais pas des belles offres. J'ai décidé de partir en Italie. Patrice Lefebvre était là. Il m'avait coaché assistant coach à Val-d'Or avec Marc-André Dumont une saison. Alors, je faisais confiance. Vu que c'était lui, j'étais allé. Puis je connais aussi Simon Lacroix qui jouait avec moi à Val-d'Or. Puis Marco Valera qui jouait contre moi, contre les Remparts. Alors, on est partis là les 3, puis c'était vraiment une belle saison. On n'avait rien à perdre. On était une équipe vraiment dernier. Puis finalement, on a fini 8e. C'est l'équipe qui venait de monter. On a fini 8e. On a pogné Asiago au premier tour de playoff, puis on a perdu en 7. Puis c'est eux qui ont gagné. Tu sais, on avait quand même pas vrai, on était surprenants. On avait vraiment une bonne équipe. Puis le calibre, mettons, en Italie, tu sais, t'as quand même une saison solide. T'es quand même pas mal de points. Oui. Ben, je te dirais, là, moi et Valran, on a vraiment dominé dans les buts aussi. On jouait ensemble, puis les points. Mais le plus dominant, c'était Devos. Devos, je pense que, te dire un chiffre, on a fini avec 70 points. Puis lui, il devait être à 90. Là, il a vraiment été... puis je pense que c'était on jouait une 40aine de matchs. Là. C'est incroyable ce que Devos a fait. Puis là, l'année d'après, exactement, exactement. Ça n'a pas fini que j'avais déjà signé à jouer avec Devos après. On est parti en Suisse. Vous êtes devenu un duo assez explosif. Là. Ça fait quoi? Ça fait 4 ans? 5 ans? Ça fait 5 ans qu'on est là. On n'est pas mal le premier, deuxième, si on parle de statistiques des compteurs. Puis, notre première année, on a tout gagné. On avait fini 5e. Puis on a tout gagné cette année-là. Puis après ça, ça a tout été que... On n'a pas regagné, mais ça a tout été... Admettons, on a fini 2e au classement. On a tout le temps été plus haut, mais on n'a jamais réussi à regagner, par exemple. L'année passée, la saison était extraordinaire. On a fini 2e. Fait qu'on jouait contre la 7e place dans les playoffs, puis on s'est fait quand même avoir. On s'est fait battre en 7 contre Surgovie. Puis on pouvait voir qu'il y avait beaucoup de frustration aussi dans l'équipe. C'est normal quand on avait une bonne équipe, puis si on peut dire, on a choqué. Alors, c'est sûr qu'il y avait de la déception. Puis cette année, surtout moi, personnellement, je voulais en donner plus. Puis je crois que j'ai vraiment réussi. Je m'étais mis quand même un gros défi, surtout sur les buts en tant que tel, parce que Gary Sheehan, mon entraîneur, il m'a toujours dit que j'étais un marqueur, puis il me poussait tout le temps. Puis tu sais, j'étais un peu 30, c'est assez. Mais cette année, je me suis dit, pourquoi pas d'en faire 45 en 45 si je peux, tu sais. Puis finalement, j'en ai fait 39 en 38 parce que j'ai été blessé, je me suis viré l'épaule. C'est fou, pareil. Mais non, il m'a vraiment poussé, Gary, justement, puis je me suis beaucoup amélioré là-dessus. Mais quand tu t'es planté à 45 en 45, cet objectif-là que tu t'es mis, là, sur le moment de te le fixer, c'est passé quoi dans ta tête? Quand tu as décidé que tu fixais cet objectif-là? Je te dirais qu'au début de la saison, je suis arrivé quand même en forme puis prêt à ça, mais je me le disais pas non plus que je vais faire un but par match. Pas tout de suite. Puis quand je l'ai rencontré, on avait 10 matchs de jouer, puis j'avais 8 buts. Puis il m'a rencontré, puis tu sais, il m'a déjà sauté un peu d'en face. Puis je me disais,
sur ma small, j'ai 8 buts en petit match, c'est pas la fin du monde. Puis c'est là que je me suis dit, il veut vraiment que je le fasse. Puis je me suis dit, t'es capable, en fait. Puis là, c'est comme, fais-le. C'est ça. Ouais. Puis avec DeVos, c'est un passeur extraordinaire. Après, quand tu as commencé comment tu te sentais avec. Qu'est-ce qu'il y avait dans ta tête à ce moment-là? Il m'a toujours dit, c'est ça, il me disait souvent lance. J'ai un très bon lancer, puis je sais la placer, alors c'est beaucoup de lancers. Puis ce que j'ai beaucoup fait de plus, c'est de me démarquer du joueur avec. C'est juste sortir avant que la puck. Puis DeVos il est bon pour voir ça, justement. Il sait que je vais sortir là, fait qu'il met la puck dans open space, comme on dit. Là. Ouais. Fait que mettons, t'as un battle devant le net ou tu es sur un rush, le gars il close, mais t'es capable de te sortir de ça dans la minute. La puck est déjà partie, puis je vais la chercher. C'est fou. Ça prend un excellent passeur. Ouais. Fait que, non, c'est plus de me démarquer, puis garder mes jeux simples aussi. Juste amener la rondelle. OK. Oh. Fait que tu vois ce que Mathieu, ce que Joe est en train de nous dire, là, tu sais, je lui demande comment il se sentait, puis naturellement, il ne me répond pas à cette question-là. Il est en train de me parler de quoi? Du processus. Il était en train de me parler du processus tactique-technique. Il était plus dans le tactique. Tu vois-tu, ça, ce que ça veut dire, c'est quand tu te fixes un objectif. Okay? La théorie autour de ça, c'est que lui, quand il a accepté ça, il a accepté que il y a du monde qui m'encourage, ils doivent savoir que je suis capable, puis ça a passé vite. Parce qu'il intègre, psychologiquement, il intègre l'objectif, puis il se met plus en question. Puis là, ce qui part dans sa tête, c'est je vais faire ça, on fait ça, j'ai une bonne équipe, j'ai un bon gars. Il est en train de se vendre l'idée que au niveau du process, c'est ce qu'il a à faire. Fait qu'il ne s'occupe plus de l'objectif. On appelle ça les gars qui clutchent ou les filles qui clutchent, mais si on parle du hockey, on appelle ça quelqu'un qui s'occupe de son objectif, mais il ne s'en préoccupe plus. Parce que la préoccupation de l'objectif, quand tu es un clutcheux, tu n'es pas préoccupé par l'objectif. Parce que l'objectif, il est en toi. Il est intégré. Il s'en va, il ne questionne plus. Mais qu'est-ce que je vais faire? Le processus pour atteindre ça. C'est la différence entre s'occuper d'un objectif, parce qu'on dit souvent qu'il ne faut pas s'occuper, il ne faut pas penser au futur. Attends un peu. Quand on s'entraîne, tantôt, il parlait de musculation. Il est en train, là, il n'y a pas l'objectif en tête parce que là, on ne sait pas ce qui se passe avec la COVID, mais il est en train de s'occuper de son objectif sans s'en préoccuper. Parce que quand tu parles de préoccupation d'objectif, hey, vas-tu y arriver 45 à 45, puis là, le job est aux vaches, puis tu ne peux plus faire ça. Tandis que lui, naturellement, ça part, puis là, DeVos était de même, puis là, il va me faire ça, puis moi, si je fais ça encore, puis j'ai un bon passeur, puis je pense que les gens croient en moi. Il est en train de se faire sa stratégie mentale. C'est juste qu'il ne sait pas qu'il est en train de faire ça. Exact, c'est naturel. C'est naturel. Fait que tu vois, les gens, ils intègrent l'objectif, ils ne s'en préoccupent plus, mais ils vont faire dans le processus, ils vont embarquer dans le processus pour s'en occuper. Puis ça explique exactement ce que Jordan fait aussi, dans le fond. Tu sais, au documentaire, quand on revient au début, là, c'est exactement ça. Le gars, il a un objectif. OK, process. C'est quoi le processus que je vais faire pour, boum, atteindre ça? Puis lui, naturellement, c'est sûr que Jordan, c'est automatique parce que le gars, il est dans un niveau, c'est un autre niveau. Là, Regarde, tantôt, on en parlait. Là. Si, mettons, je m'en vais, je ne sais pas si je peux partager mon écran. Oui, tu peux, je pense. Regarde, mettons. Tu sais, ce que Joe il disait, c'était en plein ça. Joe, là, son coach, il dit tombe d'en face, là, puis il dit, toi, tu es un scoreur. Le coach, il passe une demande. C'est le coach qui passe une demande. Mm-hmm. Et là, lui, au début, ce qu'il nous dit, c'est ouais, je suis capable de faire ça, moi. Fait qu'il y a une demande, puis l'être humain est fait comme il y a une double évaluation. Il y a une demande, puis là, il y a l'axe des ressources. Puis regarde bien ce qui se passe. Là, son coach, il dit toi, tu es capable de plus. OK? Là, Joe, dans sa tête, il se demande, c'est pas conscient. Il va percevoir la difficulté de la situation, donc de la demande de l'entraîneur. Il va l'apercevoir. Comment il peut faire ça? Après ça, il va dire, j'ai-tu la capacité d'atteindre ça? Ça, là, c'est comme des papiers saran wrap, c'est collé ensemble, puis c'est rapide dans le cerveau. Mais on sait que ça se passe de même. Et là, voici la réponse. Soit qu'il va rester sur l'incertitude, « Hey, je ne suis pas capable de faire ça », puis là, c'est la panique puis l'angoisse. Ou bien, il dit non, DeVos est là,
je suis capable de faire ça. Si mon coach, lui, commence à se parler, monologue interne, si mon coach croit ça, je suis capable. J'ai déjà fait ça dans le junior, puis on fait un Christy de team, puis là, ça devient une petite marche dans le parc. Ça ne veut pas dire que c'est facile à tous les soirs, mais là, il tombe ce qu'on appelle dans le moment qu'on appelle de zone de fonctionnement optimale. Il ne se pose plus de questions, puis là, ce qu'on appelle l'état de flow embarque. Puis là, il commence à tomber dans le process. Puis c'est là qu'un entraîneur ou un préparateur mental ou le joueur doit trouver pour agrandir cette zone-là. Puis c'est ça que Joe a fait tout au long de sa saison. Puis là, on va le laisser parler, mais c'est ça ce qu'on appelle le mécanisme de double évaluation. Fait que tout ce qu'il a dit, ça se retrouve là. C'est les études qui nous disent ça, comment on fonctionne dans notre tête. C'est fou parce que, tu sais, Joe, il a fait ça naturellement. Ben oui, c'est naturel. Mais, tu sais, un gars, Bantam 3, Midget Espoir, Midget 3, s'il sait qu'il faut qu'il fasse ça, il vient de prendre un step, là. Ben, plus rapidement. Vois, nous autres, notre travail, le travail du consultant en préparation mentale, c'est pas de dire quoi faire. Tu sais, on ne s'appelle pas des préparateurs mentaux. Je suis un consultant, moi. Le préparateur mental, c'est Joe. Moi, je suis un consultant qui aide Joe à se préparer mentalement. Maintenant, notre travail, c'est de dire à Joe, comme Socrate il disait, Joe, il ne sait pas qui c'est. Fait que mon travail, c'est de le questionner, de dire, regarde, tu as fait ça. Ah ouais? Tu as fait ça. À chaque fois, et tu as des stratégies naturelles, puis mon travail, c'est de mettre ça en lumière, puis d'un fois, d'y montrer d'autres stratégies qui existent, puis de les ajouter à ce qu'il fait déjà de bien. C'est ça notre travail, mais il faut bien questionner. C'est ce que Joe nous a expliqué en quelques secondes. Il nous a amené dans le mécanisme de double évaluation. Puis ça, c'est dans un livre. Tu vas lire Gould, tu vas lire Vallerand, tu vas lire Cox, qui sont des géants de la préparation mentale en termes de recherche, de chercheurs. C'est ce qu'il appelle le mécanisme de double évaluation. Puis c'est ce que Joe vient de nous dire. Fait que là, Joe, explique-nous. En fait, conte-nous le tournoi, OK? Un peu comment ça marche pour ceux qui ne connaissent pas la Coupe Suisse. Puis ensuite, on va passer à ce qui s'est passé en finale. Parfait. En gros, dans le fond, c'est toutes les équipes de la Suisse qui se rencontrent. Si je ne me trompe pas, je pense que c'est 32 équipes. Puis après ça, c'est le hasard. C'est un tirage. Puis ça part. Et ça, c'est de toutes les ligues. Là. Fait que c'est de Suisse A, Ligue nationale A, Ligue nationale B. MySport League, il y en a quelques-unes. Beaucoup. Une ligue en dessous de nous autres. Puis vu que nous, on a fini deuxième justement avec Ajoie l'année d'avant, qu'on a perdu en première ronde, ben on a le droit de pogner une MySport, mais on va jouer à l'extérieur pour leur donner de l'argent dans le fond. Fait que ça amène le monde, puis c'est pas mal pour ça un peu la Coupe Suisse. Ça attire le monde. Puis fait qu'on a joué contre une équipe de la MySport. On a gagné, je pense, 11-1. Il y a même, 13-1. Je me souviens pas trop. Mais là, c'est un autre tirage. Fait que là, les équipes qui restent, ça continue. La Liga, le premier qui sort, c'est à la maison. Si le deuxième sort de la Liga, ben, ça veut dire que c'est à la maison. Mais si c'est une Ligue B, c'est automatiquement à la Ligue B. OK, je comprends. Le match va être à la maison. Mm-hmm. Alors, c'est ça. Nous, on a pigé première, c'est Lausanne. On a celle-là, ça a été, pour Adonai, ça a été mon plus beau match cette saison. On a gagné 4-3 en overtime. Puis 3 buts, une passe, dont celui-là, overtime winner. Oh, c'est quand même incroyable. OK, c'est fou, là, ça. Là. Ça a été une belle soirée pour moi, ça. Mais ça, c'est ça. Là, qu'est-ce qui se fait? Mettons, t'es en outil. Intérieurement, comment tu te sens? Tu es en outil, tu sais que tu veux gagner, tu as une équipe, tu es un leader, tu es le meilleur scoreur. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête à ce moment-là entre la 3 et l'outil? Ah, ben tu sais, quand tu as 2 buts, une passe déjà dans la cravate. La confiance est dans le piton. Là. Exactement. Tu sais, ma confiance est dans le piton. Puis je suis arrivé, c'est moi tout seul qui a enlevé le puck au défenseur dans le coin. Puis on est parti 2 contre 1 contre un attaquant. Puis parce que c'est 3 contre 3. 2 contre 1 avec un attaquant. Puis c'était mon défenseur qui était descendu sur le rush. Le capitaine, exactement. Puis je l'ai regardé de l'autre côté, puis il était plié en deux. Il fallait juste driver le net, en fait. Il n'en voulait même pas. Il avait le bâton comme ça. Puis je me disais, OK, prends ta chance, tu sais. Puis au moment que j'ai juste faké, le goaler s'est couché. Puis là, je l'ai monté en haut. Tu sais, ça a été incroyable. C'était une belle soirée.
C'est fou parce que, tu sais, là, à ce moment-là, le niveau de stress est à un autre niveau. Alain, il faut que tu m'appuies là-dedans. Le niveau de stress, il est à un autre niveau parce que, OK, si tu perds, c'est fini. Tu sais, c'est pas un OT d'une saison régulière. Là. Si tu passes ça, ton tournoi est fini. Contre une équipe qui est techniquement censée être meilleure que toi parce que c'est une ligue au-dessus, tu sais, ce qui n'arrive pas en Amérique du Nord. Là. Ça n'arrive pas que tu joues contre... Faudrait demander, Mathieu, si le niveau de stress était à Joe, s'il était vraiment... Si lui s'est senti... Ouais. Ben, faut que je t'avoue, pour vrai, non. Mon niveau de stress... Excuse-moi, Mathieu. Non, mon niveau de stress, il était pas là parce que on n'avait rien à perdre, en fait. C'était comme, OK, à Joie, mon équipe, les fans vont pouvoir voir un match un peu de la Liga. Tu sais, Lausanne, en plus, ils parlent français. Fait que, tu sais, ça attire le monde. C'est vraiment... Puis je me dis, tu sais, si on part en première ronde comme les autres années qu'on a déjà perdu au premier tour, c'est pas grave, là. C'est une entrée pour le club. Tout le monde est content, tu sais. Ouais. Mais gagner, plus que tu avances, là, la pression, là, tu peux pas savoir comment elle est grosse. Parce que tu dis, surtout une finale. Qui veut perdre une finale, tu sais? Mais Lausanne, c'était encore le finale, ça? Exactement. OK. Non, c'était le plus bas. Ouais, c'est quoi, le huitième? Je vais te demander quelque chose, Joe. Si tu veux bien, si tu es d'accord, remets-toi donc dans le jeu que tu nous as dit que tu as fait te feinter, puis hop, top net. Regarde, as-tu vu qu'est-ce qui vient de se passer, Mathieu? Joe Les Cimières, il a fait ça de même. Ouais, c'est incroyable. Hein? Là, tu vas me dire qu'est-ce qui vient de se passer. Y a-tu des images qui viennent d'apparaître dans ta tête? Oui. Des images, OK. En deux, puis mon fake a le goal drop. OK. Alors là, tu as des images, OK? Puis, y a-tu des sons? Rappelle-toi, y a-tu des sons qui apparaissent là maintenant? Toi, c'est les images. Ah ouais. Puis les images, quand tu penses aux images, est-ce que tu as des impacts dans ton corps en ce moment? Ah, un petit peu. Là, ça me dit c'est les épaules? C'est les épaules? Bon, là, dans les jambes aussi. Tu tirais sur la glace, là. Ah ouais, j'avoue, je serais dans... Alors là, regarde ce qu'on vient de faire. Là, on vient de faire ce qu'on appelle une petite visualisation rapide. On appelle ça du VACOG. Parce que là, tout de suite, quand j'ai dit « Hey, ce souvenir-là, ping! » Les sourires, as-tu remarqué? Sourire. Puis là, tout de suite, tu voyais que les yeux ils brassaient un peu, ils regardaient un peu en l'air. Puis là, c'est le visuel qui embarque. Là, j'ai demandé « As-tu des sons qui apparaissent? » Non. Là, lui, pour Joe, les sons, non. Mais là, y a-tu de quoi qui se passe dans ton corps? Ouais, un petit peu. Là, il commence à branler les épaules, puis des petites affaires dans les jambes. Bon, bien, regarde bien. Là, on vient ce qu'on appelle d'enraciner, ce qu'on appelle le VACOG. Une visualisation, une imagerie, quand tu ne rapportes pas ça au VACOG, visuel, auditif, kinesthésique, tu es en train de diminuer le potentiel de l'imagerie. Mais quand tu commences à demander à l'athlète, y a-t-il quelque chose que tu vois dans ta tête? Ouais. Puis en plus des feelings, là, tu potentialises l'impact de l'imagerie, qu'on appelle VACOG. Le OG, c'est olfactif-gustatif, que là, on va moins là-dessus, mais ça peut arriver. Mettons que là, moi, je suis avec Joe dans le bureau, puis qui me dit, Alain, ça vient pas toujours. Alors, OK. Alors, ce qu'on va faire, on va utiliser, on pourrait lui demander, y a-tu un moment dans ta carrière où tu as senti que la pression était forte puis que tu as été, tu sais, on the spot, tu as été vraiment sur la track. Puis là, il me sort ça. Ah oui, ce game-là, j'ai fait 3 buts, 2 passes ou peu importe. Puis là, boum. Puis là, il m'en parle puis il devient vibrant. On utilise ça. Et c'est probablement ce que Jordan fait, puis que plein Crosby fait. Il y a plein d'athlètes. Moi, je travaille avec à peu près 12 gars de la Ligue nationale. Puis quand ils me parlent, ils vont naturellement dans ces souvenirs-là. Et ça active mentalement. Fait que Joe, il a ça en tête. Et là, on est dans ce qu'on appelle une forme de régulation. Puis il peut se servir de ça dans des moments de pression. Où là, il dit tantôt, plus on avance, plus la pression. Et là, c'est aller chercher. L'athlète va aller naturellement, ou à moins qu'on travaille dans des routines préparées d'avance, où là, on installe des moments, on utilise des moments où l'athlète il s'est vraiment senti visuellement, énergétiquement, puis il va aller rechercher ces moments-là, puis il va y repenser, puis comme Jordan fait, il va se craquer. Ça, c'est des moments réels qui sont très puissants. Alors, ça peut être intéressant dans des moments de pression où là, la tête va aller clutcher, comme on dit.
c'était trop important pour qu'on laisse passer ça. Là. Non, c'est parfait. Fait que là, après ce game-là, qu'est-ce qui se passe? Fait que là, tirage au sort, ça se fait 2 jours après ou le lendemain même. Zurich, l'équipe numéro 1 en Suisse. Plus de budget, les importés, Peterson, Let's Go, all the kit. Mais Lausanne était 5e, eux autres, quand on les a pris. Donc là, on rencontre la première équipe. Un autre gros match. On menait 6-0, ça avait aucun sens. Là. On savait pas trop. Ça a fini 6-3, mais ils ne pouvaient plus revenir. Là. Puis l'arbitre a comme donné des punitions des 5 contre 3 à eux autres. Fait que je peux te dire que ça jouait. Là. Mais parce que, celui-là. Tu sais, pour ceux qui ne comprennent pas tant, là, c'est que la Liga en Suisse, les joueurs, il y a beaucoup de joueurs de la Ligue nationale qui décident. Les étrangers, souvent, c'est des gars de la Ligue nationale qui ont joué, mettons, 2-3 saisons. C'est des Lombardi, des Bouillons qui ont joué là. David Desharnais, je pense qu'il joue là-dedans. Là, exact. Exactement. Mais tu sais, il faut se dire aussi qu'eux, ils ont 4 étrangers sur la patinoire, puis nous, on n'en a que 2, moi puis Davos. Ouais, c'est ça. C'est fou, là. Puis après ça, pour être honnête, là, on a un salaire, un budget de 3,8 millions, nous, notre équipe. Puis les autres, juste à la glace, les 5 joueurs, hein, tu te dis aïe, tu sais, un peu de bon sens, là. Ils viennent de se mettre au moins 2,5 ou 3 millions, là, juste ces 5 joueurs, là, avec le gardien 6, là. C'est sûr que là, tu as des assets pour être fort, là. Fait que, en gros, c'est comme si tu prends une équipe de la Ligue américaine, puis tu le fais jouer contre 4 équipes de la nationale, puis ils gagnent les 4 fois, puis ils gagnent tout. Puis en plus, tu fais jouer, exemple, Tampa Bay. Comme le Zurich, c'était Tampa Bay, exemple, qui était classé numéro 1. Puis on a tout pogné. Après ça, on a pogné Bienne, qui était classé numéro 3 en demi-finale. Puis ça, c'était vraiment cool parce que Bienne puis Ajoie, c'était dans Ligue B, là, une couple d'années. C'était une grosse rivalité. C'est à 40 minutes de chez nous. Ils sont à 40 minutes. Ouais. Fait que eux autres, les revoir, c'était plein. Ils ont refusé des billets, personne ne pouvait rentrer, c'était fou, là. Fait que ça a été un autre gros match. On a gagné 4-3. 4-3 temps réglementaire. Moi, je me souviens juste du dernier but, là. Il y avait une punition sur nous, en fait, mais le gars, il a divé, puis l'arbitre a comme fait « OK, je ne colle à rien ». Ça a continué, puis notre joueur est rentré dans le slot, puis il l'a mis en haut à droite. Parfait, le lucarne. Incroyable. C'était magnifique. Ça a fait 4-3. Il restait environ 9 minutes au match, puis on a tenu le fort. C'est fou, ça. Contre des équipes de la Liga, c'est un film, là. C'est incroyable. Puis après ça, la finale, là, le monde connaît la HC Davos. La HC Davos, tournoi la Coupe Spengler, c'est une équipe, probablement une des équipes aussi avec un des plus gros budgets. Je pense que c'est une des plus anciennes équipes en Suisse aussi. Ouais, ça allait moins bien les dernières années, mais cette saison, ils se sont bien repris, je vous dirais. Je crois qu'ils ont fini genre 3e. Une très bonne équipe. Puis, tu sais, eux, il y a 2 ans, ils ont joué contre une équipe de la Ligue B qui était Rapperswil. Puis, ils ont perdu 7-3, je crois, ou 8-3. Ils se sont fait donner une claque contre une équipe de la Ligue B. Mais il faut savoir que l'équipe de la Ligue B, là, il y avait un budget d'environ 9 millions, puis ils ont tout gagné. Là. Ils ont raflé toute cette année-là. T'sais. Ils voulaient monter en Ligue, en fait. Ils ont réussi, d'ailleurs. Ils ont gagné la Coupe Suisse puis le champion de titre B, puis ils ont même gagné contre les moins bons de la Liga pour monter, qui était Cloton. Ouais, il y avait vraiment une équipe. Beaucoup d'argent aussi. Ouais. Alors, on se dit, tu sais, ils ne nous prendront pas à la légère. Là. Ils ne veulent pas se refaire battre contre une équipe de la Ligue B. Tu sais, déjà là, qui se sont sûrement fait rentrer dedans, tu sais, 2 ans avant. Puis le coach, tu dis qu'il va être préparé. Là. Je ne peux pas croire qu'il va repartir. Tu dis ça. Ouais. Puis finalement, c'est bizarre, hein, parce qu'ils voulaient gagner, là. C'est juste... C'était peut-être pas leur soirée non plus. Puis nous, tout a tourné. Puis... Ça a été 3-0 quand même rapidement. Là. Je la suivais un peu sur Internet. 4-0. Ouais, 2-0 rapidement. Ça fait 3 puis 4 au début de la deuxième période. T'sais. Fait que c'était quand même... Ouais, vas-y, je te laisse parler. 3-0, 4-0 pour vous? Pour nous. OK. Ouais, mais il restait beaucoup de temps, là. Il n'y avait même pas la moitié de fête encore. Il restait beaucoup de temps au cadran, fait qu'on était quand même encore nerveux.
Puis justement, ça a apparu. Ils sont revenus à 4-3. Ah! Puis Et comment toi, Joe, t'as construit cette nervosité-là? Je serais curieux de savoir ça. Ben, je peux commencer au début. Mais comment tu l'as bâti, cette nervosité-là en toi? Comment je l'ai bâti? Oui, parce que ça, c'est une question qui n'est pas facile, parce que c'est rare qu'on se pose ça. Parce qu'on va dire « ça m'énervait », mais moi, je vais plus sur toi, comment tu t'es énervé avec ça? Comment tu t'es créé une pression? Comment tu t'es stressé avec ça? Parce que moi, à 4-0, tu ne peux pas perdre un match. Ah! Moi, c'était ça. Puis quand tu vois le 4-3 arriver, là, ils viennent te mettre un doute ici. Ah oui, donc toi, comment tu t'es mis le doute? Parce que c'est toi qui t'es mis le doute. C'est pas la game, c'est toi. Comment tu t'es créé ce doute-là? Ben, je sais pas, mais je pense qu'ils me l'ont plus créé que moi, j'allais créer. Ben ça, tu vois, là, on est dans d'autres choses. Là, on est avec un athlète qui est en train de dire c'est une cause extérieure, c'est une attribution causale externe, c'est un locus externe qu'on appelle. Mais quand tu as un préparateur mental ou un consultant qui te demande, toi, comment tu as construit ça? Là, on est face à une croyance. La croyance peut être limitante, elle peut être aidante. Mais en fait, quand l'athlète commence à dire « Ah ouais? » Parce que là, on ne fera pas ça ici, là, mais dire « Ah ouais? » C'est moi qui se construis ça. Quand l'athlète, il admet, oui, il croit que « Ouais, c'est vrai, c'est moi qui se construis ça. » Donc, il prend la responsabilité de cette construction-là. Fait que s'il est capable de dire « Ouais, c'est moi qui construis ce monstre mental-là », ben si je suis capable de le construire, je suis capable de le déconstruire puis de construire autre chose. Mais là, ça prend un bout parce que là, Joe, c'est la première fois qu'on se voit. Puis là, ben, il n'est pas en consultation avec moi. Là. Mais la question est importante. Comment tu as fait pour bâtir ce doute-là? Parce qu'il dit, ça se peut pas pour moi qu'on perde à 4-0. Ben oui, ça se peut. Parce que c'est déjà arrivé. Preuve c'est vrai. Preuve les Golden Knights. Ah, exact. Ah oui, oui. Semi-finale de la Coupe Stanley, les buddies, vous en rappelez pas? Je me souviens, mais je la regardais live. 4-0, puis ça finit 5-4. Exact. Ouais. Plein de finitions, puis ça fait Fait que ça se peut. C'était fou, ça. Fait que là, lui, il dit, ça se peut pas pour moi. Ben là, si quelqu'un est très encarcané enfermé dans cette croyance-là, c'est parce que non, c'est pas vrai. Ça se peut, c'est déjà arrivé. Mais parce que, mettons, sur le banc, là, tu sais, oui, il y a Joe qui pense ça, mais il y a 19 autres gars qui pensent ça aussi. Que si moi j'y pense, là, tout le monde y pense. Hein. C'est ça, exactement. Fait que, tu sais, il y a une ambiance qui vient alimenter cette croyance-là aussi, là, sur un banc de hockey, là. Puis il y avait une autre chose aussi, c'est que tu pars la première période, t'es prêt, t'as l'énergie, t'es comme ça, après ça, ça va. Puis là, la deuxième, la troisième, là, t'es brûlé. Là. Puis tu sais, Gary, on était tout le temps sur la glace, moi, puis Devos, puis t'es comme, si bas là. Puis là, c'est 4-3, tu te dis, ça va être dur d'en marquer un autre. Tu comprends? Parce que là, on mène 4-0, j'ai 4 points, mais là, il m'en faut encore pour gagner, tu sais. C'est ça. Puis là, ça va être dur, là, je commence à être brûlé, là. Ouais. C'est ça, parce que dans le fond... pas d'en marquer un, parce qu'à 4-4, je pense pas qu'on en revienne, tu sais. T'as fini la game avec 5 passes, là. C'est ça qu'il faut savoir aussi, là. Tu vois, on a un joueur qui est plus... Là, on a un joueur qui est tout à fait... qui a une autre stratégie, qui, là, regarde quoi? Le résultat. Ouais. Le résultat, c'est il faut que j'en score un. C'est les mots, là. Il faut que j'en score un. C'est 4-3. Alors, ce qui était bon tantôt pour lui, là, c'est qu'à 4-0, je pouvais... OK, voilà. On défend les boys, mais là, 4-1, 4-2, 4-3, c'est comme... Fuck, ça en prend l'autre. Exactement. Alors là, on est plus dans une orientation résultat, alors que tantôt, on parlait processus. Il y a de quoi qui s'est passé. Il y a un switch qui s'est fait. Puis là, si on retourne dans le double évaluation, axe de la demande, là, il faut que je produise. Axe de la ressource, Chris, j'ai plus de jambes. Oh, excusez. C'est ça, exactement. Non, mais c'est vrai. Là, moi aussi, j'ai sacré tantôt. Là, j'ai plus de jambes. Là, les ressources, est-ce que je vais être capable de répondre à la demande? C'est là qu'il y a quelque chose qui est peut-être que je m'énerve, alors que tout le monde a moins de jambes. Et on est entraîné là-dessus. Puis c'est là qu'il y a quelque chose au niveau du monologue interne, au niveau des stratégies qui doivent être mis en place. Fait que là, mais c'est pas simple, là. L'être humain, c'est une machine complexe, là. Exact. Sur un moment,
sur un moment comme ça, je pense pas que tu as le contrôle un peu. C'est sûr que tu l'as déjà tout le temps fait un peu, puis tu arrives en ces moments-là, tu es prêt. Puis si tu l'as jamais fait, tu peux pas arriver et dire « OK, là, je vais tout contrôler ma nervosité, puis je vais penser bien positif. » Non, tu peux pas. T'es dans le jeu, il y a de quoi qui se passe, t'as la tête partout, là. Ben, d'où on parlait, tu te rappelles, Mathieu, tantôt, quand on parlait de Jordan, c'est de se mettre encore et encore dans ce qu'on appelle prévoir l'imprévisible. Se mettre, de s'entraîner mentalement. Si ça arrive, qu'est-ce que je fais? Si ça arrive, qu'est-ce que je fais? Donc, c'est ce que Jordan faisait. Il se mettait constamment en situation. Donc, peut-être que travailler avec ce qu'on appelle prévoir l'imprévisible en préparation mentale, c'est de travailler avec la tête puis de lui dire de se mettre dans des situations mentalement comme ça. C'est jamais aussi vrai que la réalité, mais ça peut se faire. Ça peut se faire. Puis, qu'est-ce qui a fait qu'ils n'ont pas scoré d'autres? Bonne question. Bonne question. Philippe Devos, il pogne 2 minutes, puis il pogne le poteau à genre en fin de troisième période, je capotais. Je fais sa glace en plus. En tout cas, ouais. Qu'est-ce qui a fait ça? C'est que, pour vrai, on avait 4 lignes, là, très bons défensivement. C'est ça qui était bon. Puis, toutes les games qu'on a jouées, on a gardé ça serré tout le long du match. C'est pour ça qu'on les a gagnés. Ça a été de la profondeur. Puis l'avantage numérique a été incroyable ce soir-là. Je pense qu'on a 5 buts sur 7 pour l'avantage numérique. Puis tu joues à gauche ou à droite? À droite. À droite? À l'avantage numérique, je suis one-timer défenseur en haut. Devos contrôle ça de l'autre bord pour me filer across. Mais tu vois, hein, Joe, là, quand tu prends du recul, puis que Mathieu te pose la très bonne question à quoi c'est dû, là, tu ramènes ça à l'équipe. Ben, c'est eux, c'est... Ouais. 4 bonnes lignes, si on a de la profondeur, si ça. Et si durant, la question que je me pose, c'est que si, quand tu regardes le cadran, tu dis 4-3, comment je vais faire? Là, l'équipe n'est plus là. C'est comme il y a toi puis il y a DeVos dans ta tête. Puis si la question que je me pose, c'est si tu t'étais dit ce que tu viens de te dire, OK, wow, tu avais besoin de quoi, toi, à ce moment-là? De quoi avais-tu besoin? Mettons, si tu recules en arrière, mais on recule toujours en arrière. C'est ça. Mais si tu t'élèves au-dessus de la situation, toi et moi ensemble, on s'élève, puis là, tu aurais eu besoin de quoi à ce moment-là, à 4-3? Qu'est-ce que tu aurais eu besoin? T'aurais-tu besoin de te calmer? T'aurais-tu eu besoin de t'exciter? De quoi tu aurais eu besoin si tu pouvais vivre? Repos de 10 minutes. Tu aurais besoin de te reposer. Okay, moi, c'est ça, parce que j'avais plus de jambes. Là. Donc... il restait 10 minutes au match, puis je me disais... Parce que le Gary, rendu là aussi, il attendait un avantage numérique pour nous remettre, puis un désavantage numérique pour nous mettre. Puis en 5 contre 5, tu voyais qu'il voulait vraiment mettre ses joueurs défensifs, puis notre gardien faisait le job. C'était plus ça, là. Il a viré ça comme ça. Là. Donc, mentalement, comment tu aurais pu te reposer, par exemple? Mais toi, parce que tu aurais besoin de me reposer. On y va symboliquement, tu aurais eu besoin de te reposer. Comment? Là, tu te mettais une charge sur tes épaules. Là. Oui. Hey, j'ai plus de jambes pour aller scorer ça, mais c'est parce que tu as 19 joueurs avec toi. Là. Non, exactement. Là, tantôt, tu m'as dit, tantôt, on a dit, mais c'est pas un reproche, là, c'est juste comme on parle ensemble. Tu as dit tantôt, on a un bon goaler, il est dans le game, on a 19 bons joueurs, on a de la profondeur, on a 4 bonnes lignes. Tu sais, des fois, c'est ce qui nous permet de nous reposer mentalement, de se ramener. Alors là, il y a un monologue interne que tu as eu, tu l'as fait. C'est pas miracle, mais des fois, ça fait mais avant ça, c'est à cause que je voyais le pire, le 4-4. Tu comprends? C'est ça. Puis là, je me disais, faut que j'aille en mettre un autre. Et ça t'a-tu aidé ou ça t'a limité ou un peu des deux de voir le pire? Je pense que ça m'a aidé. Je peux te dire que quand tu vas le défenseur shooter le puck, tu veux te mettre devant. OK. Donc, ça t'a aidé. Et à quoi tu sais que ça t'a aidé? Parce que j'étais plus fatigué. Tu sais, j'essayais de me changer les esprits, puis je pensais plus à ça. Je pensais juste à tout donner. Je me disais, il reste 4 chiffres. Il me reste 4 chiffres. Ouais, Joe, 4. Hey, Mathieu, tu viens-tu de voir toutes les stratégies qu'il vient de nous dire? Il a découpé sa période. Ça, c'est une stratégie. Il découpe. Il reste 4 chiffres. Ça, c'est une découpe. Il commençait à penser à autre chose. Il se change les idées. Ça, c'est rapide. Puis là, il se met de la pression. À quoi ça t'a aidé de te dire ça? Hey, j'ai tout donné. Fait que tu vois-tu, c'est que dans certains livres en psycho du sport, ils nous disent faut pas penser de même. Mais lui, quand tu lui demandes, ça a-tu été aidé à l'imitant? Il dit oui, ça m'a aidé. En quoi? Puis là, il me nomme ça.
Tantôt, on en parlait avant d'enregistrer. On ne met pas rien aux poubelles. Ce qui peut paraître limitant pour quelqu'un peut être aidant, puis il y a toujours une partie limitante puis aidante. Puis lui, quand je lui demande à quoi tu sais que ça a été aidant, pouf, l'énergie a remonté alors qu'il pensait que plus de jambes. Comment on peut expliquer qu'un gars se dit plus de jambes, 30 secondes plus tard, l'énergie monte? Ben, il se classe, c'est ça. J'en avais plus, mais j'étais prêt à tout, en fait. C'est que là, il n'y avait plus de limite. C'est ça. C'était une fois dans ma vie, il y avait 9500 personnes. C'est ça. Tu dis, on n'est pas là pour rien. Hein? Écoute, fait que tu vois toutes les stratégies que tu es en train de nous donner. Tu as pensé à la foule, tu as découpé tes périodes. Écoute, tu as tout fait ça. C'est juste que tu ne sais pas ce que tu as fait, mais ce que tu as fait, c'est dans les livres. Tu t'es fait des stratégies, tu as découpé les périodes, tu t'es parlé. C'est ça, quelqu'un qui clutch. C'est tout ça en même temps. Puis là, quand on travaille ensemble, après, là, on commence à énoncer, à dresser l'inventaire de ses stratégies naturelles, puis on met de l'ordre là-dedans. Puis après, il peut aller puiser dans son coffre à outils. Fait que Joe, t'étais un clutch player. Si tu ne savais pas encore. Puis là, vous gagnez. Fait que là, 4-3, Thibaut Frassard, avantage numérique. Il nous sort un shoot de la mort gravé à Ajoie. Puis en plus, lui, il vient d'Ajoie. Fait que c'est gravé là-bas. On gagne ça. Après ça, Devos il marque. Empty net. On célèbre. Brûlé. Ça fait tellement du bien. Le feeling, ça doit être incroyable. Ouais, c'était incroyable. Quand tu y repenses, là, tu te dis, ça se peut pas. Je pense pas que ça va se réaliser avec un budget, exemple, de 4 millions, puis battre des équipes qui ont des budgets incroyables. Fait que vous avez écrit l'histoire, en fait, là. Ah oui. Oui, sérieux, ça va rester à jamais. Ah, incroyable. C'est cool. Ah, c'est cool. Hey, les gars, ce fut une très belle conversation. Écoute, on a appris beaucoup. Puis je vous remercie. Ça a été super, super agréable. Puis Joe, écoute, je te garantis que j'ai aussi hâte que toi qu'on en retourne sur la glace. Ouais. C'est une question de temps. J'espère juste que ça va revenir moi, rapidement. dans 3 semaines, 2-3 semaines, on devrait être correct. Ben, tu sais, au moins, on va avoir des infos un peu plus. C'est que là, présentement, on ne sait même pas si les arénas vont ouvrir, mais tu sais, pour ceux qui ne savent pas, pour ceux qui ne savent pas, on fait un camp pour les pros l'été. Ça fait 4 ans, Exploit de performance. Puis Joe, ça fait 4 ans qu'il est là avec nous, puis qu'il revient à chaque année. Puis de la pratique numéro 1 jusqu'à la dernière, en fait, pas jusqu'à la dernière, mais jusqu'à temps que tu partes. Fait que ça, c'est toujours un plaisir de te revoir sur la glace. Puis merci encore une fois, les gars. Content de te connaître, Joe. Puis, espérons. C'est quand même assez bon, pareil, de penser à ça. Ouais. Moi, j'ai eu un entraîneur qui était un peu qui m'a beaucoup appris justement là-dessus sur la mentalité. Là. C'est Serge Beausoleil qui était à oui, Serge. Oui, Serge, je le connais, puis je sais qu'il s'intéresse beaucoup à la préparation mentale. Puis, tu sais, il me disait souvent, avant de te coucher, mets-toi des images, quand ça a bien été, mets-toi dans... Souviens-toi de... Ouais, exact. Exactement. Visualise beaucoup. Oui, on appelle ça... Ça a toujours resté à cause de lui, ça. On appelle ça imagerie post-entraînement de confiance. C'est une technique, c'est une stratégie qu'on fait, ça. Ouais. Il y a des belles choses. C'est de quoi que je dis souvent à mes joueurs. C'est de quoi que je dis. Tu sais, mettons qu'il se passe de quoi, un chiffre qui a bien été, il a scoré un but important, puis qu'il y a un autre moment qui arrive dans la saison où il y a une situation qui se présente comme ça, ou avant un match, ou quand les gars font leur préparation, je leur dis souvent, essaie de te rappeler dans quel état d'esprit tu étais à ce moment-là. Quand tu visualises ta game, dans ta préparation d'avant-match, essaie de penser comment j'étais à cette game-là, comment je me sentais, parce que c'est que du positif, dans le fond. Il n'y a rien de négatif à penser à ça. Puis... Ouais. Il y a un livre vraiment incroyable à aller lire là, qui s'appelle Love 2.0. Je me rappelle plus là, de l'auteur. C'est une femme qui est chercheure aux États-Unis, puis elle a décidé qu'elle était écœurée de faire de la recherche sur ce qui ne va pas bien dans la vie. Ça s'appelle Love 2.0. C'est vraiment à lire. Puis elle a voulu étudier le bonheur et l'amour.
On s'entend-tu? Mesurer ça. Ben, elle est arrivée à mesurer ça avec des électrodes puis toutes sortes d'affaires. Puis elle a fait beaucoup d'études. Puis une des études qui est intéressante qu'elle a faites, c'est qu'elle a soumis 2 groupes. Un groupe contrôle puis un groupe témoin. OK, un groupe contrôle puis un groupe témoin, le nom m'échappe. Là. Et puis, elle a donné des tâches complexes à faire. OK? Puis, le groupe qui était, elle a passé des images, des résolutions de problèmes importantes, puis elle a passé des images négatives au groupe, un certain groupe. Puis après ça, l'autre groupe qui avait les mêmes problèmes à résoudre, elle a passé des images en cascade, des images positives. Bien, ce qui est arrivé, c'est que le groupe qui avait des images positives ont sorti 21 fois plus de solutions créatives que l'autre groupe qui avait des images négatives en cascade. Attention, elle ne dit pas qu'ils ont résolu le problème. Elle a dit que le groupe qui avait des images positives en cascade, durant qu'ils travaillaient en équipe sur des problèmes, ont été 21 fois plus créatifs dans leurs solutions. Quand même, hein? C'est des impacts, c'est le cerveau. C'est beaucoup, Ben oui, c'est beaucoup. Au niveau des images, des neurones miroirs, quand tu travailles, puis même dans une autre étude qu'elle a fait, elle a trouvé que moi, depuis la COVID, là, dans mon quartier, quand je marche, là, beau grand sourire innocent, un peu à la Patch Adams, là, puis je dis au monde bonjour, bonne journée. Puis elle dit que lorsqu'on force le cerveau par des sourires, par des belles questions, puis qu'on a l'impression d'aider quelqu'un à sourire, ça équivaut au niveau des activités cérébrales à tomber 20 fois en amour dans une journée. C'est les mêmes activités cérébrales qu'elle a mesuré ça que des gens qui sont nouvellement amoureux. Quand le cerveau, lui, il réagit à ça. Fait que quand on produit ça, il y a des neurotransmetteurs qui se produisent, qui sont la dopamine, la sérotonine, la leptine puis l'oxytocine, qui sont des neurotransmetteurs qui aident à la gestion de la colère, la gestion des émotions, la gestion du stress et qui se mettent en marche au niveau du plaisir. Fait que quand tu commences à comprendre comment le cerveau fonctionne, ça ne veut pas dire que tu vas scorer 5 buts à tous les soirs parce que tu commences à te mettre des belles images, mais tu te mets dans des conditions optimales dans un environnement non optimal. Parce qu'au hockey, dans tous les sports, on sait très bien que l'être humain, l'athlète est rarement dans des conditions optimales. Rarement. Fait que le travail d'un joueur de hockey, c'est de se placer volontairement dans des conditions optimales, lui-même, interne, dans un environnement non optimal. Et ça, tu as le pouvoir de faire ça. Puis preuve, on le vu avec Joe, quand il a commencé à se parler, à la fin, il n'y avait plus de jambes, il a commencé à dire non, c'est pas vrai, puis il se met dans des conditions optimales. Mais juste qu'il ne sait pas qu'il fait ça. Maintenant, à soir, après notre podcast, il va le savoir comme nourrir des belles images, ça aide à rebondir. Mais tu sais, tu vois, les belles images, je le fais souvent avant ma sieste, avant match. Oui. Je fais toujours une sieste, puis c'est toujours là que je me ferme les yeux, puis pouf. Exactement. C'est là que je pense beaucoup. Parce que pendant le match, je suis trop un gars qui aime s'amuser. Je détends l'atmosphère sans trop déranger non plus parce qu'il y a du monde qui aime ça être concentré. C'est autre chose. Alors, c'est ça. Moi, il faut plus. Avant mon 2 heures avant le match, il ne faut pas vraiment, je pense, au match. Non, toi, c'est ta façon de te préparer. Exactement. Mais c'est plus que tu joues, plus que tu vieillis, je pense que justement, tu te connais. Exact. Au final, quand on dit aux kids de se préparer avant une game, que c'est important, puis d'essayer d'arrêter d'être un peu partout, de penser à autre chose, de parler de filles ou quoi que ce soit, quand c'est le temps d'avoir une préparation, ben tu l'as le résultat. Là. Tu l'as le résultat, puis tu le dis. Joe vient de le dire. Écoute, moi, la façon que je me prépare, c'est ça, puis ça marche. Quand tu trouves ta façon et que tu te prépares adéquatement avant une game de hockey, ben, tu te donnes les outils pour performer. Ça, c'est automatique. Donc, ça veut dire que ça ne revient pas. Comme j'expliquais à Mathieu en début, les routines, c'est très personnel. Une routine, ce qui est important, c'est qu'elle soit malléable et adaptable à chacun. Puis le mot-clé dans tout ça, c'est l'adaptation. Quand tu t'adaptes, tu deviens flexible psychologiquement. C'est un beau mot de la fin, ça. Là. C'est. Hey, les gars, je vous remercie. Pour vrai, merci cool. Exactement. Salut Mathieu. Salut, bye.